Je suis à la page 91 de mes notes de cours du chapitre 2. On va résoudre la première situation, la partie A de cette situation-là, de la section 1.7, la chute libre. La situation s'intitule « Une balle en chute libre ». Si vous voulez lire le libellé de la situation, on va à la page 78 de Séguin. On interrompt la vidéo pour en faire la lecture. Puis on reprend et on va maintenant identifier nos données. On avait un enfant qui lançait une balle vers le haut. Le premier chiffre qu'on rencontre, c'est le début de la balle à 1 mètre. Donc, c'est ma position initiale. Et on travaille selon l'axe des Y, donc on va appeler ça le Y initial. Il la lance vers le haut à 2 mètres par seconde, donc je vais appeler ça sa vitesse initiale. Donc, c'est son module. C'est le dessin qui va me permettre de montrer si ça va vers le haut ou si ça va vers le bas. Donc, selon Y, si ça serait positif ou négatif. La résistance de l'air est négligeable. On désire déterminer le temps de vol. Donc, un temps. On cherche un delta T. Entre le moment où elle quitte la main et le moment où elle touche le sol. Donc, pour un Y final, qui va être égal à 0 mètre. Mais je ne passe pas de 1 à 0. Je vais passer de 1, je vais monter, puis je vais redescendre vers le 0. On va le montrer sur le dessin tout à l'heure. Ma dernière donnée ici, elle est en rouge différent pour montrer que ce n'est pas obligatoire dans les données du problème parce que c'est considéré comme une constante de physique. La valeur de G, la valeur de l'accélération de chute libre. On s'en va sur le dessin. Première fois qu'on fait un dessin pour la partie chute libre, ben, vous voyez, c'est la cinématique, donc un axe de déplacement, mais vers le haut, on travaille selon Y. Souvent, quand on est par rapport au sol, je vais me faire un petit dessin en bas pour marquer où est le sol. Donc, mon Y initial, à quel endroit était l'objet au départ? Je vais avoir dessiné ma balle ici, en position initiale. Sa vitesse initiale vers le haut. Donc, on travaille comme on travaillait sur l'axe des X, mais maintenant on est sur un axe des Y vers le haut. Le delta T. Bien évidemment, puis incluant le Y final, il faut montrer ce qu'elle va finir la balle. En théorie, elle risque même de monter en ligne droite puis de redescendre en ligne droite, sauf que tout serait dur à voir sur un même dessin. Donc, je la fais tasser légèrement de côté. Je pense que Séguin avait un petit peu le même principe. Je la fais pas tasser trop de côté, sinon on devient dans la physique des projectiles en 2 dimensions, là, si je la fais trop tasser de côté. Donc, juste pour montrer qu'elle monte puis qu'elle redescend, je la dessine très proche, mais son Y final est ici. Donc là, j'avais sauté le delta T. Comment montrer le delta T? C'est pas tout à fait évident. Ce que je préfère dans ce temps-là, quand j'ai, même si ce n'est pas une vraie trajectoire 2 dimensions, quand que je peux voir la trajectoire, ben, je pointe mon delta T sur le pointillé, pour montrer que c'est ce pointillé-là qui a pris un certain temps à réaliser. Évidemment, en rouge, ici, j'ai dit que ce n'était pas obligatoire, mais pour montrer que c'est un problème de chute libre, sur le dessin, on va montrer qu'on est sous l'effet de la gravité. Donc, c'est un vecteur G vers le bas. Donc, c'est une accélération. Au lieu de, sur nos dessins en X, on mettait toujours un vecteur accélération A. Bien là, on met un vecteur accélération G qui va toujours être dirigé vers le centre de la Terre. Ici, une information pas obligatoire. Le sol va souvent être pris comme référence. Y est égal à 0. Je repasse sur mes données. Y initial est dessiné. Vitesse initiale est dessinée. Delta T est dessiné. Y final est dessiné. Donc, après ma barre, mon dessin me permet de discuter clairement de la situation avec n'importe qui. Et maintenant, il faut que je trouve quelle formule que je vais utiliser. Pour ce faire, je regarde surtout qu'est-ce que je cherche, un delta T, puis dans quelle partie de la physique je suis. Je m'en vais dans le résumé du chapitre 2 et les formules du chapitre 2. Je m'en vais un petit peu plus loin que le MRUA pur. Dans le milieu de la deuxième page de résumé, on a la chute libre ou le MRUA 1D selon Y. Donc, les équations en jaune, les principales que je vais pouvoir utiliser. Je cherche un delta T. Ici, tout est connu. Y final, Y initial, vitesse initiale. C'est toutes des choses qui sont connues. Sauf que je vais être en delta T au carré. Donc, je vais être dans la résolution d'un système possiblement quadratique, ou au moins, pas possiblement, assurément quadratique. Donc, je vais regarder si je n'ai pas autre chose que je pourrais utiliser. J'ai delta T dans la deuxième équation, sauf que je n'ai pas ma vitesse finale selon Y. Je vais être obligé de faire autre chose, qui va être probablement la troisième équation. Mais je vais choisir quand même de travailler avec la combinaison de ces deux équations-là pour éviter de passer par la quadratique.
ce que Séguin fait là, dans le livre si vous voulez comparer. Donc moi, je vais choisir de commencer à travailler avec celle-ci parce qu'il y a delta t dedans. Je l'ai donc reporté dans ma solution telle qu'elle apparaissait sur ma feuille de formule. Ensuite, je vais isoler mon delta t, ce qui revient à dire que j'ai moins g delta t, tout ce terme-là, je le transférerai de l'autre côté du égal pour qu'il devienne positif. Et ensuite, j'enverrai lui de l'autre côté, puis il deviendrait négatif. Donc, en résultat, j'aurai delta t. Le V initial Y est resté de son côté, moins le V final Y que j'ai dit que je changeais de côté. Puis le G delta T, je vais venir diviser par G pour isoler mon delta T. Et là, je vais me demander, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le calculer? J'ai une valeur de vitesse initiale, j'ai une valeur de G, mais je n'ai pas une valeur d'ici. Pour mieux le voir, je peux mettre des chiffres, mais il reste que je suis bloqué. J'ai une équation, puis j'ai deux inconnus dedans. Donc, ça va me prendre une deuxième équation de physique, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ma deuxième équation de physique, je vais retourner sur ma feuille de formule et je vais aller la chercher. C'est l'équation des vitesses au carré. Et je vais voir maintenant à la résoudre, cette partie-là de ma problématique. Donc, vitesse finale, je vais prendre la racine pour l'isoler. Évidemment, étant donné que c'est un module, je vais prendre la partie positive. Quand on prend une racine, il peut toujours être positif, négatif, mais là, je vais m'intéresser à la partie positive et la racine du reste. Dans ce cas particulier-là, parce que ce qui me manque ici pour pouvoir compléter mon problème, c'est une valeur pour vitesse finale Y, je vais transformer l'équation, puis je vais écrire vitesse finale Y. La transformer en rajoutant selon Y, ça veut dire de tenir compte du signe. Ici, je ne tenais pas compte du signe, j'étais toujours positif. Mais là, tenir compte du signe, ça veut dire de penser un petit peu à la problématique, puis dire, la balle, en position finale, quelle est sa vitesse? Elle se dirige vers le bas. Donc, sa vitesse finale va être ici. C'est un vecteur qui est plus grand qu'initialement, parce que la physique, on pourrait faire des démonstrations, mais évidemment, la balle monte, tombe à zéro. Quand elle va repasser au même endroit, elle va être rendue avec la même vitesse, mais vers le bas. Puis là, elle continue d'accélérer, donc le vecteur vitesse va maintenant grandir par rapport à ici. Mais surtout, il est négatif. Donc, j'en ai besoin dans ma formule avec un signe. Ça veut dire que ma vitesse selon Y va être négative à cet endroit-là. Donc, je réécrirai la même chose, mais en statuant que selon Y, ça prend un signe moins. Personnellement, étant donné que j'aime bien ça avoir des formules que juste des symboles pour pouvoir les réutiliser à large, je prendrai la deuxième équation puis je la mettrai dans la première. Mais plusieurs étudiants vont préférer mettre une valeur numérique parce que tout est connu dans ça. Donc, je pourrais calculer quelle est la vitesse finale selon Y. Ma vitesse initiale est connue, moins 2G, c'est moins 2 fois 9,8. Et le delta Y, il faut faire attention. Là, je l'ai caché, je n'ai pas développé que c'était Y final moins Y initial. Mais c'est 0 moins 1. Je l'ai au moins développé au niveau du calcul. Fait que quelqu'un qui dirait comment il a calculé son delta Y, j'ai fait 0 moins 1, le final moins le initial. Donc ça va rajouter un signe moins ici, dans cette partie-là. Je rentre ça sur une calculatrice et j'obtiens une valeur négative de moins 4,86 qui est conforme à mes attentes en termes de signes. Donc personnellement, je n'aurais pas fait ce calcul-là. J'aurais mis ma deuxième équation dans la première. C'est intéressant d'avoir la première à l'écran. Donc, delta t est égal à la vitesse initiale selon Y, divisé par G, ça va rester. Puis, moins ma vitesse finale, c'est moins cette chose-là. Donc, moins va devenir un plus, puis j'écris le reste. Ici, je vais préférer que ça apparaisse comme ça apparaît dans l'équation en haut. Donc, moins est devenu un plus, et j'ai réécrit ce que j'avais là. Et je serai prêt à mettre des chiffres dans ça, parce que tout est connu maintenant, et à obtenir ma réponse finale. Évidemment, un étudiant qui préfère travailler avec des chiffres, qui s'était rendu jusqu'à l'étape ici, qui avait calculé sa vitesse finale jusqu'au temps d'avoir un chiffre, pourrait avoir reparti avec cette équation-là, avoir écrit delta t est égal à 2 moins, puis là, la vitesse finale Y, tu le remplaces par moins 4,86. On voit encore apparaître le moins qui crée un plus. Et j'obtiens ma réponse.